Une équation différentielle du premier ordre est dite autonome quand elle peut s'écrire sous la forme y' g de y égale à 1 où g est une fonction continue. Par exemple, y' égale 2y sinus de y est une équation autonome. Pour le voir, il suffit de définir g par gt égale 1 sur 2t sinus de t. De même, y' plus exponentielle y égale 2y est autonome. Puisqu'en réordonnant, on a y' fois y sur 2y moins exponentielle de y égale à 1, qui est bien de la forme y' g de y égale à 1 pour la fonction g définie par gt égale t sur 2t moins exponentielle de t. Concrètement, pour repérer qu'une équation différentielle est autonome, il suffit de voir que y' apparaît à un seul endroit et qu'il y a éventuellement des expressions qui dépendent de y, mais aucune qui dépend directement de x. Les équations autonomes servent à représenter beaucoup de phénomènes très différents parce qu'on les retrouve dans les systèmes dont les lois sont indépendantes du temps. Un exemple important est celui du modèle de Verhulst. Ce modèle représente l'évolution d'une population Y à partir de l'équation différentielle y' égale cy fois 1 moins y sur k. Dans cette équation, c est une constante qui représente le nombre moyen de descendants par individu quand ils ne sont pas limités par les ressources, et k le nombre maximal d'individus que l'écosystème peut supporter. Il s'agit bien d'une équation autonome. On la retrouve un peu partout, par exemple en démographie pour décrire la dynamique d'une population, mais aussi en économie pour estimer le taux de pénétration d'un nouveau produit sur le marché, ou encore en chimie pour représenter l'état d'avancement d'une réaction autocatalytique. L'idée du modèle de Verhulst est que lorsque la population est faible par rapport à son maximum théorique k, alors 1 moins y sur k est proche de 1. Et donc l'équation est proche de y' égale cy, modèle dans lequel l'augmentation de la population est proportionnelle à la population elle-même, un peu comme si tout le monde avait toujours un même nombre de descendants au fil du temps. Quand y s'approche de son maximum théorique k, le facteur 1 moins y sur k devient proche de 0. Et donc, l'équation ressemble plutôt à y' égale à 0. Dans cette situation, la population ne bouge pratiquement plus. Les techniques que nous allons voir permettent d'exprimer quantitativement les solutions de l'équation différentielle du modèle de Verhulst. On les appelle les courbes logistiques et elles sont donc, comme on l'a dit, un outil de base de l'analyse de beaucoup de phénomènes. Par exemple, le nombre de contaminations par le Covid-19 lors des différentes vagues a ressemblé à une équation logistique dans beaucoup de pays. Pour résoudre une équation autonome, le théorème fondamental est le suivant. Les solutions de y' g de y égale à 1 sont les fonctions y de classe C1 et solution de l'équation grand G de y égale x plus c, où c est une constante réelle quelconque et grand G une primitive de petit g. Pour comprendre d'où vient ce théorème, on peut remarquer que, avec une autre définition de grand G, y' petit g de y serait écrit y' grand G' de y, qui est la dérivée de grand G de y d'après la formule de dérivation des fonctions composées. En intégrant des deux côtés de l'égalité, il existe donc une constante réelle c telle que g de y égale à x plus c. Il faut bien sûr se poser aussi la question des intervalles de définition. C'est un peu plus difficile à faire que dans le cas linéaire où on a des problèmes que pour les points singuliers. Ici, on ne va pas donner d'énoncé général et on va se contenter de dire qu'une fois trouvée une expression générale des solutions, il ne faut pas oublier de regarder sur quels intervalles cette expression a un sens. Pour comprendre comment ça marche, on va considérer le cas très simple de l'équation de y' égale à 1. Cette équation est bien autonome. La fonction g qui lui correspond est définie par gt égale de t. Une primitive de g est la fonction grand G définie par grand gt égale à t au carré. Les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions y de classe 1 telles que y au carré de x égale x plus c, c'est-à-dire les fonctions de la forme y de x égale plus ou moins racine carrée x plus c. On se pose ensuite la question de l'intervalle de définition. Ici, y est défini sur l'intervalle ouvert moins c plus l'infini. Il est à remarquer que cet intervalle n'est pas le même selon la constante d'intégration. Dans cet exemple, on a facilement pu passer de y au carré égale x plus c à y de x égale plus ou moins racine carrée de x plus c. Dans le cas général, les choses peuvent être plus difficiles, parfois même elles sont impossibles à résoudre de façon explicite.
On peut le voir par exemple avec l'équation y' fois 1 plus sinus de y égale 1. On a dans ce cas grand G de y égale y plus cosinus de y, et on ne sait pas résoudre explicitement en y l'équation y plus cosinus de y égale x plus c. Dans certains cours, on utilise une présentation un peu différente, qui évite le recours à notre théorème. L'idée consiste à écrire y' sous la forme dy sur dx et à passer le dx à droite pour obtenir gy dy égale à dx. En intégrant des deux côtés, on obtient bien grand gy égale à x plus une constante. Comme on l'a déjà signalé, pour le cas des équations linéaires, ce genre d'écriture devrait être précisé, notamment le statut mathématique exact de dx et de dy. Mais le fait est que cette présentation permet elle aussi de trouver les bons résultats.